Alors, c'est toujours compliqué de reprendre. Voilà, après une longue interruption. Donc, j'étais dans le TD3 sur les variables discrètes. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Bien. J'espère que tout le monde voit bien l'écran. Alors, hop. Bien. Alors, je vous réitère donc mes meilleurs vœux, notamment de réussite universitaire, professionnelle, enfin, sur tous les plans pour cette année 2021. Donc, je vais afficher là où on en était. Bien. Donc, avant les vacances, on avait démarré ce TD3 sur les variables discrètes. Donc, j'avais pioché un certain nombre d'exercices et notamment, j'avais passé un certain temps à vous décrire donc, la modélisation de l'exercice 27 autour de la loi de Poisson. Donc, on distinguait une population, donc donc d'enfants dans une même famille, et on distingue deux sous-populations selon qu'elles ont un gène ou pas. Et je vous avais démontré, donc là je vais pas, sauf s'il y a des remarques, des questions, je vais pas revenir dessus, mais donc j'avais fait tout un calcul pour identifier une loi conditionnelle qui est la loi du nombre d'enfants possédant le gène A, sachant que la population globale est N. Donc on avait identifié cette loi conditionnelle étant une loi binomiale de paramètres N et P, sachant que la probabilité d'avoir le gène A est indépendante pour chaque individu et de probabilité P. Donc cette modélisation-là, elle est vraiment classique, elle est vraiment à connaître, à savoir que là, on identifie donc X comme une somme de Bernoulli indépendante, et on reverra en fait ce type de choses quand on va au TD5 faire des approximations quand n devient grand de la loi binomiale. Donc on étudiera la convergence de ces distributions. Donc ce qui est classique, ce qu'il faut connaître, c'est donc la loi de n grand N variables de Bernoulli indépendante. C'est une loi binomiale, et j'avais fait un calcul assez théorique, donc pour ça que je me permets de revenir ici. Alors attendez. Oui, voilà. Donc, j'avais calculé cette loi conditionnelle de x égale k, sachant grand N égale N. Et donc, pour en déduire la loi globale de x, pour démontrer que c'est une poisson de paramètres lambda p, donc on utilise cette formule donc, des probabilités totales, et voilà, qui dit que la proba que x vaut k, c'est la somme sur toutes les valeurs n possibles des probas que x vaut k et grand N vaut n, et je réintroduis là-dedans la probabilité conditionnelle. Donc cette proba de x égale k et n égale n, c'est la proba de x égale k sachant n égale n, et je reconnais ici l'expression de la loi binomiale BNP multipliée par la proba que grand N égale n. Donc là, en fait, techniquement, c'est dans le cas où en fait les variables ne sont pas indépendantes, la x et n, je passe via la loi conditionnelle pour écrire cette probabilité. Et puis ici, j'ai une somme pour n plus grand que k. Et donc ça, normalement, vous le trouvez sur... j'avais dû le laisser dans les onglets fichiers, dans l'onglet fichier sous Teams, ce calcul technique pour redémontrer la proba que x vaut k est une loi de Poisson de paramètres lambda p. Donc ensuite, je vous avais laissé vérifier, donc là c'est juste une vérification, que avec les conditions de l'énoncé, les variables x et y, le couple de variables x, y est indépendant.
Donc là, ce que je vous avais dit, c'est que donc il suffit de vérifier que pour tout couple KL, la proba que X égale K et Y égale L est égale au produit. Donc on connaît les lois de X et Y, les lois marginales. Et pour calculer cette loi de couple, ici à nouveau, on fait apparaître le conditionnement. Donc la proba que X égale K et Y vaut L, c'est la proba que X égale K sachant que N égale K plus L, multiplié par la proba que N égale K plus L. Normalement, ça, c'est une partie donc purement calculatoire, donc qui normalement ne pose pas de problème. Donc pour revenir donc sur là-dessus, bon, je vais juste vous donner l'application numérique et ce que je propose, c'est que je vais donner des indications pour l'exercice 28. Donc je vais vous laisser le rédiger et voilà, ceux qui souhaitent qui ont des questions dans les séances suivantes, voilà, ou qui souhaitent m'envoyer quelque chose, j'y répondrai avec plaisir. Donc aujourd'hui on est la séance de TD5. Alors hop, je vois vous êtes 17. Donc là, je vais juste terminer quelques remarques sur les discrets et passage au TD4. Alors, donc je rappelle juste, donc on a montré que X, j'avais fait un calcul détaillé pour montrer que c'est une poisson, donc ça c'est suit la loi, je rappelle juste la notation de poisson, de paramètre lambda P. Y suit la loi de poisson de paramètre lambda Q. Donc N égale X plus Y suit la loi de poisson de paramètre lambda. Et donc, je vous avais dit comment on vérifie donc X et Y, non ça c'est la question, sont indépendantes, sont de plus des variables indépendantes. Donc, application numérique. Alors, on vous propose de... alors, comment calculer? Donc, si lambda vaut 2, donc le nombre d'enfants dans une famille suit une loi de Poisson de paramètre 2, et que la proba d'avoir le gène A est de 0,4, la probabilité pour une famille d'avoir 3 enfants présentant le gène A et 2 ne l'ayant pas, donc lambda égale 2 et P égale 0,4, donc je traduis l'énoncé, donc c'est X égale 3 et Y égale 2. On peut voir ça aussi comme la proba que X vaut 3, et en fait du coup le nombre d'enfants est 5. Donc si je calcule de cette façon-là, donc là c'est un et logique, donc je peux repasser par, sachant que n vaut 5 fois probabilité que n vaut 5, ça on sait que c'est une loi binomiale, donc ça c'est 5 parmi 3 multiplié par 0,4 au cube multiplié par 0,6 au carré, multiplié par exponentielle moins 2, excusez-moi. Donc là, on a une poisson de paramètre, une loi de Poisson de paramètre 2. Donc la proba qu'une loi de Poisson de paramètre 2 vaut 5, c'est exponentielle moins 2, 2 puissance 5 sur 5 factoriel. Et en fait, si on veut utiliser cette formule-là, si on veut utiliser cette formule-là, par définition, là, c'est le produit de deux poissons indépendantes. Donc là, ça fait fois 2. 2 au cube sur 3 factoriel, exponentielle moins 0,6
fois, oui c'est ça, moins multiplié par 2 au carré sur 2 factoriel. Voilà. Et donc cette proba, donc je peux l'appeler petit p. Donc petit p environ égal à 0,8%. Environ 0,008. Voilà. Donc évidemment relativement faible, bon, sachant que la probabilité, quand on a une poisson de paramètre 2, d'avoir 5 enfants, celle-ci, je voulais calculer juste, celle-ci est d'environ 3,6%. Donc voilà pour l'application numérique de cet exercice. Voilà, donc on avait commencé le 16 décembre. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous faire la partie modélisation là, dans l'exercice 28, vous guider pour vous le laisser faire. Hein. Je pense que là, encore une fois, quand on a bien démarré quelque chose, vous devriez être capable de pouvoir terminer. Donc, je vais donner les modélisations. Donc, on considère un jeu. Donc, il y a plusieurs choses. Hein. Heureusement, voilà, il y a des notations qui sont là pour vous guider. Donc, un candidat doit répondre à une question et une fois répondu, donc tirer une boule. Donc, il y a deux choses dans cet énoncé. Donc, si la boule est blanche, il remet la boule et il rajoute ensuite une boule noire de plus. Puis le jeu continue. Si elle est noire, donc dès qu'il pioche une boule noire, le jeu s'arrête. Donc, à chaque fois qu'il pioche une boule blanche, il rajoute une boule noire en plus. Donc, la proportion de boules noires, évidemment, va augmenter. Alors, les notations sont à la fin. Donc, en plus, l'histoire donc des bonnes réponses, à chaque fois, on peut supposer indépendamment, puisque ce n'est pas précisé, à chaque bonne réponse, il gagne 1 000 € et il a une chance sur 2 de se tromper ou de donner la bonne réponse. Alors, du coup, je vais modéliser donc X, le nombre de parties qui sont jouées par le candidat, Y, le gain donc à chaque bonne réponse, X égale moins 1 si le jeu ne s'arrête jamais. Et hypothèse importante, évidemment, on suppose qu'au départ, il n'y a qu'une seule boule blanche dans l'urne. Alors, je vais guider un petit peu la modélisation. Alors, hop. Donc, on appelle X, grand X, donc le nombre de parties jouées, et Y, le gain du joueur, hein, sachant que à chaque bonne réponse, le joueur remporte 1 000 €. Alors, pour faire plus simple, je vais écrire Y égale 1000 fois S. Et S, ça représente quoi? S, tout simplement, ça va être le nombre de bonnes réponses. Nombre de bonnes réponses du joueur. Donc ça va aider un petit peu. Et donc, évidemment, par rapport à X, donc il est clair que donc pour avoir le droit d'avoir à répondre à la question, il faut évidemment que la partie ait été gagnée. Donc,
évidemment, S va dépendre de X. D'accord? Et donc là, qu'est-ce que je vais faire intervenir comme modélisation? En fait, voir que S, en fait, c'est assez simplement modélisé. On peut le représenter comme la somme de I égale 1 à X de variables BI. D'accord? Alors, X étant le nombre de parties jouées. Donc, ici, la difficulté, c'est que X est aléatoire. Hein. Et qu'est-ce que c'est que BI? BI, bah, c'est une variable qui vaut 1 si la réponse est bonne. D'accord? Puisqu'en fait, est bonne à la ième partie. D'accord? Donc, pour chaque partie, comment dire, est 0 sinon. Donc, s'il se trompe. D'accord? Alors, comme on a vu ensemble au mois de décembre, une variable qui ne peut prendre que deux valeurs 1 ou 0, donc là avec proba 1,5, c'est une variable de Bernoulli. Donc, ce qui est important de voir là avec la modélisation que je vous propose, c'est que donc sachant x égale k, si je fixe un entier, hein, la loi conditionnelle de S sachant x égale k, du coup c'est la loi d'une somme finie de k variables indépendantes de Bernoulli. Les BI sont indépendantes. On suppose à chaque fois il a la même probabilité de répondre à la question, d'accord? Donc cette loi conditionnelle, d'accord, qui est la loi finalement de la somme de I égale 1 à K des BI, est une loi binomiale de paramètres K et 1,5. Voilà. Mais pour ça, évidemment, il faut conditionner par X égale K. Voilà, donc pour S. Et donc Y, finalement, le gain, c'est simplement 1000 fois S. Donc maintenant, on va revenir sur le nombre de parties jouées, à savoir X. Donc sachant que là, donc je reviens à la question de l'énoncé. Hein, c'était pour vous aider un petit peu dans la modélisation, ce qui est souvent en proba la partie essentielle à faire pour pouvoir répondre à la question. Donc, on commence par se poser la question de... Alors, je regarde comment c'est posé dans la feuille. Donc, déterminer la loi de X, effectivement, on va essayer de regarder donc, évidemment, on est dans un cas discret d'une variable qui prend des valeurs entières et on vous dit, allez regarder proba que X vaut N. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le support de cette loi aussi. Comprendre, alors le support, je rappelle, c'est les valeurs prises par X. Alors, on rappelle qu'on pioche dans une urne. Donc, au départ, on suppose qu'il y a une blanche, d'accord? Donc, ce qui est certain, c'est que, comment dire, X est supérieur ou égal à 1. Presque sûrement, au sens où X est forcément supérieur à 1, puisque, comment dire, il ne peut piocher qu'une blanche. Donc, ça, c'est la partie 1. Première partie. Donc, une blanche, donc, clairement, voilà, X est supérieur ou égal à 1. Donc,
est-ce que x peut être égal à 1? Donc, x vaut 1, ça veut dire qu'il ne gagne qu'une seule partie. Alors, il gagne la partie 1, c'est avec proba 1, et ensuite il perd la seconde. Donc là, oui. Comment est-ce qu'on décrit en fait? Là, je vais vous décrire l'événement. Je vais faire les 2, éventuellement 3 premiers. Et puis ensuite, on va en déduire, comme souvent, la loi de x pour tout n. Qu'est-ce que ça veut dire que la proba, qu'il ne fait qu'une seule partie? Donc là, il pioche la blanche. Et donc la deuxième tentative, il échoue. Attendez, excusez-moi, c'est nombre de parties gagnées ou jouées. Et je suis en train de faire une erreur parce que de mémoire. Vous voyez. Le nombre de parties jouées, voilà, si elle est noire, elle s'arrête. Donc en fait, clairement, il est sûr de faire 2 parties. Non, mais je reviens sur. Non, ce que je me dis, c'est. Alors attendez, je vais effacer. J'aurais dû. J'ai voulu y aller un peu plus doucement. Donc voilà. Donc clairement, voilà. Le joueur va effectuer au moins 2 parties. Je m'excuse, je suis partie en partie gagnée, mais non, c'est des parties jouées. Au moins 2 parties. Puisque il est certain de gagner la première, vu qu'il n'y a qu'une blanche. Voilà. Alors ça, dit comme ça signifie que x est supérieur ou égal à 2. Autrement dit, voilà, le support de la loi donc l'ensemble des entiers k plus grand que 2. Voilà. Tant pour moi, d'accord. Donc ça, c'est important, puisque voilà, on est certain que il va jouer au moins 2 parties. Voilà. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, on sait que maintenant, je vais regarder l'événement P de x égale 2, éventuellement P de x égale 3, et je vais en déduire une formule. Donc, que signifie maintenant, voilà, que x joue, et que le joueur joue exactement 2 parties et pas plus. Donc, ça veut dire que lors de la deuxième, il pioche la noire, d'accord? Donc, tout simplement, ici, c'est 1,5. Donc, si le joueur joue exactement 2 parties, donc évidemment, la probabilité finalement de jouer et de remporter la première partie, c'est de 1, multiplié par la probabilité donc de perdre la deuxième, d'accord? Donc là, joue exactement, donc il joue exactement 2 parties. Ce qui signifie bien sûr qu'il perd la dernière. Donc maintenant, modélisé comme ça, donc je continue, hein, c'est un peu une histoire d'arbre. Donc là, il a une blanche. Donc là, voilà, ayant gagné une blanche et une noire, si maintenant il joue exactement 3 parties, c'est qu'il remporte la deuxième. Et donc, l'urne contient une blanche et 2 noires. Donc à la partie 3, on rajoute encore une noire. Et donc du coup, là, 1 fois 1,5 multiplié par la probabilité, là, du coup, de jouer exactement 3 parties, c'est, et bien évidemment, et de perdre la troisième partie, c'est de 2 tiers, puisque c'est de piocher la boule noire lors de la dernière partie. D'accord? Et donc, en fait, voilà. Après, vous n'avez plus qu'à justifier tout simplement donc, la probabilité que x vaut n. Donc, c'est tout simplement... Donc là, je multiplie à chaque fois, donc ici, le 1 sur i qui est ici. Donc là, il devient ici à la n-1e, donc la première partie, deuxième, troisième,
Donc c'est facile de vérifier, là encore une fois, hein, ça peut être fait par une récurrence, qu'il y a exactement n boules à la nème partie, d'accord? Donc là, je me retrouve avec un 1 sur n-1 à la n-1e partie, d'accord? Il faut juste voir où on s'arrête. Donc là, on peut interpréter cette quantité-là comme, ici, c'est gagner. Donc le 1 sur i correspond à gagner la ième partie. C'est-à-dire piocher l'unique boule blanche parmi les i, multiplié par, donc à la nème, du coup, on a n boules, et on perd avec la proba n-1 sur n. Donc en fait, c'est certainement la façon la plus simple de comprendre, voilà, la loi de petit x. Voilà, donc j'ai essayé de... Madame, Oui, pourquoi répéter l'explication pour le 1 sur n-1, s'il vous plaît? le 1 sur n... Moins 1, ouais, celui-là. Alors en fait, oui, voilà. En fait, ici, chaque événement ici... Alors attendez, je vais peut-être... En fait, ici, le 1 sur i, c'est tout simplement la probabilité de gagner la ième partie. Non, de gagner la ième partie. Donc là, en fait, je gagne les n-1 premières et je perds à la nème, d'accord? De probabilité de gagner la ième partie, ça vaut 1 sur n. Donc ici, ce produit-là, donc, vous voyez ce que je mets ici, là, ceci, je vais interpréter ça, c'est simplement comme la probabilité de gagner les n-1 premières parties. D'accord? Première partie. Sachant qu'en quelque sorte, ici, j'ai juste interprété finalement assez simplement ce qui se passe à chaque fois. C'est-à-dire que bien, en fait, le nombre de boules blanches, il reste constant égal à 1. Et en fait, le nombre de boules augmente d'une unité. Donc, c'est facile de voir qu'il y a... en fait, il suffit de noter. Je pense que ça vaut... Enfin, là, pour le coup, c'est peut-être même pas la peine. Je veux dire, on parle de récurrence, mais finalement, si vous avez remarqué que à la nème, ou la ième plutôt, là ici, à la ième partie, j'ai exactement i boules, dont une blanche. D'accord? Donc si vous avez simplement... Attendez, je vais essayer de décaler ça. Zut. Voilà. D'accord? L'important, c'est juste d'avoir noté, c'est peut-être ça, que lors de la ième partie, il y a i boules, dont une blanche. Et donc là, c'est facile de voir que la probabilité du coup de tirer la blanche, c'est de 1 sur i. I boules, dont une blanche. Donc d'après la modélisation qui est donnée. Donc, la difficulté ici, c'est certainement, comme souvent, d'avoir bien lu l'énoncé pour voir que le jeu est assez simple à la ième partie, vu qu'on sait exactement quelle est la proportion de blanches dans l'urne. D'accord? Donc une fois que vous avez vu ça, vous voyez, vous avez à chaque fois la probabilité de gagner ou de perdre. D'accord? Donc en fait, ça, on peut voir, c'est un produit d'événements indépendants. Ici, si vous préférez. Une autre façon, alors je pense l'avoir bien expliqué ici, c'est de dire je gagne à chacune des n-1 premières parties et je perds à la n-1e exactement. Voilà, je pense que c'est plus clair ainsi. Oui, merci. Voilà. Et donc, du coup, en fait, ça me permet de donner la formule générale qui est que, du coup,
je vais juste revenir sur... Je vais l'écrire de façon un peu plus jolie. 1 sur 1 multiplié par 1 demi multiplié par 1 sur n moins 1 fois n moins 1 sur n. Donc ici, sachant que n est supérieur ou égal à 2, donc ça, je pense que, vous voyez, je simplifie par n moins 1. Donc là, du coup, je me retrouve... donc n moins 2, c'est... Alors oui, effectivement, dans le cas où n égale 2, de toute façon, on a vu que la proba que x vaut 2, c'est exactement 1,5. Et donc, du coup, je me retrouve... Alors, on va vérifier que ça coïncide, ma définition ici. Donc, j'ai simplifié par n-1. Je vais me retrouver avec 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n-2 factoriel. Donc, de façon générale, c'est 1 sur n-2 factoriel fois 1 sur n. Donc, sachant que 0 factoriel égale 1. Un produit, en fait, ça, c'est le produit, ce qu'on appelle le produit vide. Ça, c'est une convention. Donc, en fait, pour n égale 2, on va remarquer que cette formule convient aussi. Puisqu'a priori, quand j'ai écrit ça sous cette forme-là, ce serait a priori pour n plus grand que 3. Et 1 sur 2 moins 2 factoriel multiplié par 1 demi égale 1 demi. Ça permet de vérifier qu'en fait, cette formule marche pour tout n. Donc, quel que soit n plus grand que 2, la proba que x égale n, elle vaut 1 sur n fois 1 sur n-2 factoriel. Alors, je ne sais pas calculer la somme de 2 à l'infini. Je ne sais pas si cette série vaut 1. On va montrer qu'en fait, la probabilité que le jeu ne s'arrête jamais, elle est nulle. Donc, montrons que la proba que x égale moins 1, donc cet événement, le jeu ne s'arrête jamais. Parce qu'on n'a pas écrit l'événement x égale plus l'infini, vaut 0. Parce que sinon, il faudrait tenir compte de cette éventualité. Alors, comment est-ce qu'on peut montrer ce type de choses? Par exemple, la proba, par exemple, pour les lois de Poisson, les lois géométriques, qui sont des lois à valeur entière, la probabilité qu'une variable de Poisson prenne la valeur plus l'infini, ça vaut 0. Ça, c'est par définition. Alors, comment on vérifie ça? En fait, l'événement x égale moins 1, je vais l'interpréter. C'est-à-dire que x, le jeu ne s'arrête jamais si, au bout de n parties, le jeu n'est toujours pas fini. D'accord? Donc, simplement, on peut voir que ça, c'est inclus dans x est plus grand que n pour tout entier. Donc, en particulier, non, excusez-moi, c'est inclus, c'est dans l'autre sens. Donc, c'est inclus, d'accord? D'accord? Parce que si le jeu ne s'arrête pas, ça veut dire que au bout de n parties, le jeu continue. D'accord? Donc, clairement, ça, c'est vrai. Si je suis là-dedans, je suis forcément dans ce cas-là. Donc, en fait, en particulier, x égale moins 1, en fait, c'est inclus dans l'intersection de tous les x plus grands que n. Et en fait, je vais simplement vous montrer que c'est une égalité. Moins 1, c'est égal à l'intersection n appartenant à n des x plus grand que n. Voilà, donc ça, donc en fait, finalement, c'est ça qu'il faut... C'est ça qu'il faut utiliser. Donc, si la partie ne s'arrête jamais, si et seulement si il n'existe aucun entier tel que x soit plus petit que n. Je pense que c'est...
il faut partir de ça. Et là, en fait, du coup, l'idée, c'est de calculer cette probabilité-là et de vérifier qu'en fait, cette probabilité, elle est nulle. Bon, là, ça fait partie d'un des axiomes, une des propriétés qui définissent les lois de probabilité. Donc ça, c'est une intersection. Hein. Les événements x plus grands que n sont décroissants au sens où, là, je vais le dire comme ça, c'est vrai que c'est peut-être ça qui est pas simple. Donc l'événement x plus grand que n plus 1 est inclus, et c'est même strict, hein, c'est même strictement décroissant. Ben, si x est strictement plus grand que n plus 1, je l'écris en français, si x est plus grand que n plus 1, alors fortiori, il est plus grand que n. Et donc, quand je calcule la probabilité d'une intersection d'événements, n appartenant à n, bon, déjà c'est plus petit que cette proba-là, mais on peut montrer que c'est la limite, et en fait c'est une limite décroissante de ces événements, puisque les probas se rangent dans le même ordre. En fait, cette proba-là est plus petite que cette proba-là. Donc là, c'est une limite, limite décroissante de ces événements-là. Et en fait, simplement, la proba que x soit strictement plus grand que n, c'est ça correspond en fait à quoi comme événement? C'est x est plus grand que n, donc là je vais l'interpréter. C'est au moins, au minimum, n parties gagnées. Et donc, peut-être plus, mais au minimum, n parties gagnées. Et là, du coup, si je reviens à mon interprétation là sur le nombre de parties gagnées, vous voyez, donc en particulier au moins, ça veut dire que l'événement j'ai gagné une partie est plus gros, d'accord. Alors, attendez, j'ai essayé de vous le faire. Comment je l'ai écrit? Je me suis embarquée sur quelque chose. Donc l'idée, je rappelle, l'idée c'est de montrer que ceci tend vers 0 quand n tend vers l'infini, pour arriver à prouver que la proba que x égale moins 1 vaut 0. J'ai une question. Oui. J'ai pas compris. Vous avez écrit c'est une sorte de C. Enfin, c'est le. Ah, l'inclusion, ce symbole-là, ce symbole-ci. Oui. Inclusion. D'accord. Vous l'utilisez pas. Inclusion ensemble. Mais j'ai pas compris pourquoi on l'utilisait. Alors en fait ici, cet événement-là, je voulais le décrire de façon plus simple. Alors l'idée c'était de, mais après c'est peut-être j'aurais dû vous, en fait, parce que je pense que c'est peut-être un peu trop. Je me suis embarqué sur des. L'idée c'est de dire que cet événement x égale plus l'infini. Enfin, ici, x égale moins 1, c'est pour pas écrire plus l'infini. Le jeu ne s'arrête jamais. On peut l'interpréter comme
l'intersection des x plus grand que n, pour tout n. Je voulais en arriver à ceci. C'est-à-dire que c'est inclus là-dedans. Si x, le jeu ne s'arrête jamais, c'est que x est toujours plus grand qu'un n que je me fixe, et que cet événement-là, c'est celui-ci, en fait. Et alors attendez, j'aime pas écrire des bêtises, et là j'ai l'impression que je suis partie sur quelque chose d'un peu trop. J'aurais dû. J'avais hésité à faire cette partie-là aujourd'hui, et j'aurais peut-être dû. Alors, je veux pas perdre de temps. Alors, je préfère essayer de trouver quelque chose de plus simple que je vous propose, en fait. Je vais vous dire, en fait, ça. Bon, c'est plus l'intuition qui dit que intuitivement, cette proba, elle est nulle. Le jeu va s'arrêter. Le jeu va s'arrêter en temps fini. Il est improbable. Mais j'essaierai de vous trouver une autre. J'aime pas partir sur un raisonnement où je le trouve un peu vaseux. Il est improbable, vous voyez, que à force de rajouter des boules noires, la probabilité de gagner, elle devient infiniment faible. Elle devient de plus en plus. Donc il est improbable de continuer à gagner un nombre infini de fois, d'accord ? Même si c'est pas une preuve, on va dire que c'est l'intuition qui dit que ce jeu va s'arrêter. Alors j'aurais aimé, je vais essayer de trouver quelque chose de plus simple, je pense, parce que je l'ai pas rédigé là, j'avais pas pris de, donc je préfère vous dire, voilà, on va considérer que ceci c'est acquis, voilà, et je préfère revenir en l'ayant rédigé plus proprement. Et donc du coup la loi, elle est à support entier, et pour n plus grand que 2, vous voyez, cette loi, elle est donnée par, donc pour tout n plus grand que 2, la proba que x vaut n, c'est 1 sur n-2 factoriel fois 1 sur n. Puisqu'on est sûr qu'on va jouer 2 parties. Voilà. Et ça c'est ce que je vous ai expliqué en disant tout simplement, on regarde le fait d'avoir n-1 partie perdue, gagnée, excusez-moi, et on perd exactement à la énième partie. Donc il y a n parties jouées, et c'est à la énième qu'on pioche une boule noire. Donc n-1 chance sur n de piocher une boule noire à la exactement énième tentative. Donc ça, je pense que là, au moins, c'est clair. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est la loi de X. Et du coup, partant de là, je peux calculer son espérance. Donc ce qu'on vous propose, c'est de calculer ensuite, donc je reviendrai, je pense, mercredi. Donc là, excusez-moi, l'espérance. Donc l'espérance mathématique donc d'une variable qui prend des valeurs discrètes, c'est la somme. Alors attention, vous voyez d'où l'intérêt de connaître bien le support. Elle commence à 2, hein, des k fois proba que x vaut k, d'accord ? Sachant qu'ici, ma variable nombre de parties jouées peut prendre n'importe quelle valeur entière, mais finie. Hein, donc ici, ça suppose que les variables sont finies. Donc, sinon, ça n'a pas de sens. Hein. Si l'espérance, ce serait plus l'infini. Si x pouvait prendre la valeur plus l'infini. Alors. Pardon ? Oui. Vous avez dit que c'était quoi la loi de X ? Alors, je reviens en arrière, c'est ça. Voilà, elle est donnée par ces probas. Alors, je vous dis ça, je reviendrai dessus. Je me suis embarquée dans quelque chose qui est peut-être pas. Je me rends compte que c'est un peu. J'essaierai de trouver quelque chose de plus simple, mais ça, c'est clair, c'est vérifié. Okay. Je vais essayer de trouver je voulais pas m'embarquer là-dedans, et finalement, je pensais que ce serait plus simple. Donc, je vous donne, donc pour les valeurs entières, c'est ça, d'accord ? Et je vous ai décrit les événements. Vous voyez, je reviens là-dessus, c'est ça en fait. Si vous avez compris, en faisant un schéma, il faut arriver à décrire l'événement x égale n, comme on vous le propose, en regardant ce qui correspond à gagner les n-1 parties et perdre exactement à la énième, quand j'ai exactement une blanche et n-1 noire. D'accord ? Okay. C'est ça.
C'est exactement ça. Quand on a décomposé comme ça, il n'y a pas de problème. Là, la question, elle s'arrêtait en fait. Alors, oui, alors si je reviens ouais, effectivement sur la feuille de TD, la difficulté c'était, oui, puis x égale moins 1. Ok. Voilà, et là, je vais essayer de trouver quelque chose, un argument moins vaseux que ce que j'avais commencé. Alors, c'est 0, hein, clairement, c'est 0. Mais j'essaierai de trouver quelque chose de plus simple à vous présenter mercredi. Et donc, du coup, maintenant, j'écris donc ce qu'on appelle l'espérance mathématique, ici. Donc, c'est cette définition-là. Attention, c'est une somme infinie. Et donc ici, alors j'ai mis k et pas n, hein, mais c'est pas grave, c'est 1 sur k fois 1 sur k moins 2 factoriel, d'accord, que je multiplie par k. Oh, mince, j'aurais dû l'écrire sur la même ligne. Voilà, et là c'est bien la somme de 2 à plus l'infini, de k fois les probabilités, donc je simplifie par k, et je me retrouve avec cette somme des 1 sur k moins 2 factoriel. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec ça. C'est ce qu'on appelle la réindexation d'indices. Donc en l'occurrence, je pense que ceux qui étaient en prépa NSIM l'an dernier, alors je ne sais pas si ça considère, si c'est tout ou partie d'entre vous. Donc moi, en l'occurrence, je fais le module de série numérique en L2. Et donc cette somme ici, vous voyez, je vais faire ce qu'on appelle une réindexation. Donc en fait ici, si k vaut 2, vous avez 1 sur 0 factoriel, puis 1 sur 1 factoriel. Donc si vous regardez les premiers éléments, donc en fait ce que vous reconnaissez, en fait, c'est la somme des 1 sur, je vais les appeler k' factoriel, d'accord? Eh bien, ça correspond à faire ce qu'on appelle une réindexation. Je vais poser virtuellement, alors soit on ne change pas, je garde la notation k, mais là par simplicité, je vais poser k' égale k moins 2. Si je pose k' égale k moins 2, qu'est-ce que vous pouvez dire de cet indice k'? Il varie de 0. D'accord? Il prend toutes les valeurs entières. D'accord? Alors quand on est plus habitué, c'est muet. Cet indice, c'est muet. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez toujours continuer à l'appeler k. Je ne sais pas si k' c'est ce qui est le plus judicieux. Si vous voulez l'appeler m, vous pouvez le noter m. D'accord? Donc là, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une réindexation pour me rendre compte, alors plus 3 petits points, que cette somme infinie, en réalité, c'est la somme des 1 sur m factoriel. Or, donc là, c'est là qu'il faut, je rappelle cette formule bien connue, donc qui vient du fait que la loi de Poisson, donc à valeur entière, est une loi de probabilité, qui est que la somme des lambda puissance k sur k factoriel est égale à exponentielle lambda, si je multiplie par exponentielle lambda de l'autre côté. Donc si je prends lambda égale 1, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez que la somme des 1 puissance k, qui vaut toujours 1 sur k factoriel, en fait c'est E. C'est exp de 1 égale E. D'accord? Donc là, en fait, bon, ça il faut le reconnaître ici, hein, E de x vaut E. Environ 2,71, etc. D'accord? Alors, ce qui est sûr, juste une remarque comme ça, point de vue cohérence, vous voyez, c'est l'espérance mathématique. Ça, c'est la moyenne, la valeur moyenne hein, de la variable aléatoire. Et on se rappelle que x est supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, clairement, E de x, c'est une moyenne pondérée. Donc, E de x devait être plus grande que 2. Donc, disons que, en tout cas, le résultat est cohérent vis-à-vis de ça. Donc, voilà pour le calcul de l'espérance. Ensuite, donc, un peu plus complexe, là, on parle maintenant du gain. Donc, Y, le gain du joueur. Et là, en l'occurrence, je pense que
pour simplifier les choses, je vous ai introduit une variable auxiliaire. Hein, je rappelle tout à l'heure, quand je vous ai écrit y égale 1000 fois s. On sait qu'à chaque fois qu'il donne une bonne réponse, il gagne. Ça, c'est le gain pour une bonne réponse. D'accord. Et sachant que S, hein, on a vu que S, il dépend du nombre de parties jouées. Et S, en fait, c'est le nombre de bonnes réponses. Nombre, évidemment, aléatoire de bonnes réponses. D'accord. Donc, ce qui est sûr, c'est que donc on a identifié, vous voyez, puisque les BI valent 0 ou 1, hein, BI vaut 1 ou 0, selon que la réponse est bonne, avec proba 1,5. Donc, BI de loi de Bernoulli. Alors, je pense que la notation canonique, c'est B1,5, hein, d'accord. Eh bien, la proba que Y égale 1000 M, alors là, je vais prendre un entier, donc soit M, un entier. Donc, la proba que Y égale 1000 M, sachant X égale K, elle vaut quoi? Eh bien, clairement, donc, si j'ai M plus grand que K, c'est impossible. Je ne peux pas répondre à plus de M questions si je n'ai joué qu'à K parties. Et sinon, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité en fait que donc là je multiplie pas que S égale M, hein, ça, cet événement-là, c'est la même chose que S égale M, d'accord. Donc c'est la probabilité qu'une binomiale prenne la valeur M, d'accord, une binomiale de paramètres. Donc c'est ce que j'avais précisé tout à l'heure, une binomiale de paramètres K et 1,5. Donc c'est M parmi K multiplié par 1,5 puissance K. D'accord? Loi de S sachant X égale K. Binomial. Donc de paramètres K et 1,5. Voilà. Donc là, encore une fois, il n'y a pas moyen de s'en sortir si on ne passe pas par la loi conditionnelle. Tout simplement parce qu'évidemment, voilà, le gain du joueur dépend fortement du nombre de parties gagnées. Et donc, ici, là encore une fois, pour calculer la loi globale, c'est comme tout à l'heure. Donc là, c'est plus technique, il faut être capable de l'écrire. Donc pour calculer tout simplement la proba que Y égale 1000 M, d'accord? Donc M entier. Il faut sommer sur toutes les valeurs possibles prises par K, d'accord? En fait, c'est la somme sur toutes les valeurs possibles prises par K. Alors, la difficulté, c'est de bien mettre les indices. Déjà, c'est une somme infinie, puisque c'est une série. Des probas que Y égale 1000 M. Excusez-moi. Proba égale 1000 M et X égale K. Que je redécoupe par conditionnement. Alors maintenant, en fait, il faut juste voir sur quels entiers je somme. Donc, je rappelle que pour le support, il faut que K soit plus grand que 2.
obligatoirement K doit être plus grand que 2. Et on a vu que au-dessus, là, je vais le repréciser, là c'est M plus petit que K. Que en fait, cette proba-là, je ne peux pas avoir. Je ne peux pas avoir si S égale M, d'accord? Il faut obligatoirement que K soit aussi plus grand que M. Donc voilà les deux contraintes. C'est un K entier, K plus grand que 2 et K plus grand que M. Donc ce qui veut dire que si je veux, de façon plus simple, je peux dire K doit être supérieur ou égal au maximum de 2 et de M. Voilà. Mince. Voilà. J'en suis là. Voilà. Donc, je vais repartir de là et voilà, pour écrire exactement comme on l'avait fait avec la loi de X dans l'exercice sur les lois de Poisson précédentes, la proba que... Non, c'est pas X, c'est Y. Que Y, donc que le gain au 1000M, c'est la somme sur K. Donc là, je rappelle, je juste fais la synthèse de mes deux contraintes. Hein. Là, en fait, c'est une façon de réécrire K plus grand que 2 et K plus grand que M jusqu'à l'infini. Des probas que Y égale 1000 M, sachant X égale K, multiplié par la proba que X vaut K. Et ça, c'est la probabilité des deux joints. Voilà. Et là encore une fois, je n'ai pas le choix. Je dois repasser par cette étape de conditionnement. Sinon, je ne sais pas décrire directement la probabilité de cet événement si je ne sais pas combien de parties ont été gagnées. Voilà. Et donc, voilà, je n'ai plus qu'à remplacer par... maintenant, en fait, d'où l'intérêt d'avoir réussi à identifier facilement, finalement, ce que c'est que cette loi conditionnelle. Donc là, j'ai M parmi K, M parmi K, multiplié par 1/2 puissance K. J'ai la proba que X vaut K, qu'on a calculé, hein, 1 sur K, multiplié par 1 sur K-2 factoriel. Voilà. Alors, bon, honnêtement, c'est pas très très simple, mais j'ai pas trouvé de... Bon, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, aller plus loin, ça ne donne pas grand-chose. On pourrait distinguer suivant les petites valeurs de M. Mais je pense que l'intérêt majeur de ces exercices, c'était voilà, de voir intervenir l'intérêt de ces lois conditionnelles pour être capable de calculer la loi de la variable aléatoire Y. Voilà. Donc, je vais en rester là. Donc, pour cet exercice, voilà, et finalement pour ce TD3. Je note, voilà, de vous donner quelque chose de plus satisfaisant là, comme explication pour la proba de X égale -1. Donc, je note ça pour mercredi. Alors, du coup, je vais démarrer le TD4 sur les lois continues. Donc, en rappelant, donc là encore une fois, dans ce qui normalement sont des rappels, donc on vous rappelle un certain nombre de lois usuelles, et aujourd'hui, on va parler surtout de la loi exponentielle. Donc là, on vous donne un certain nombre de lois dont il est bon de connaître les densités, éventuellement les fonctions de répartition.
Et dans le premier exercice, en fait, je vais beaucoup utiliser les fonctions de répartition qui ne sont autres qu'une primitive de la fonction densité. C'est une fonction surtout, donc ça se définit comme une proba, hein, c'est la proba que x plus petit que x, et c'est donc c'est croissant à valeur dans 0,1, et la dérivée vaut petit f. Donc là, on est dans le cadre des lois continues. Donc je vais utiliser toutes ces propriétés dans l'exercice, et aujourd'hui, on va notamment travailler beaucoup autour des propriétés de la loi exponentielle. Donc, voilà. Donc on va s'intéresser donc à des choses assez classiques sur le minimum de loi exponentielle quand les variables sont indépendantes. Donc je vais vous montrer le rôle de l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître? Alors, hop, je vais passer une page suivante. Donc variable continue. Donc, je vais rappeler tout ce qui est nécessaire de connaître. Donc là, notamment pour les lois exponentielles. Donc, loi exponentielle. Donc là, traditionnellement, dans tout le TD, c'est exponentielle de lambda, où le paramètre d'intensité lambda est strictement positif. Alors, très souvent, et vous allez le voir dans l'exercice, hein, la loi exponentielle, elle va modéliser les durées de vie. Donc là, ça va être des temps d'attente, des durées de vie. Donc, c'est une loi dont le support, c'est R+. Donc, si x suit la loi exponentielle de lambda, donc là, je prends toujours la même notation hein, que dans le cas discret. Donc, si on suit une loi exponentielle, donc x est ta valeur dans 0 plus l'infini. Donc, pour une durée de vie, c'est assez cohérent. Et donc, il y a plusieurs façons de le définir, soit par sa densité ou par sa fonction de répartition. On a donc la fonction de répartition, voilà, très traditionnellement, c'est un grand F majuscule x pour dire que c'est associé à la variable grand X de t. C'est la proba que x soit plus petit que t. Alors, j'ai vu que dans votre cours, vous avez strictement inférieur. On peut mettre inférieur ou égal, ça ne change rien quand la loi est continue. Je rappelle, hein, quand une loi est continue, proba que x égale t vaut 0. D'accord ? Ça caractérise une loi continue. D'accord ? Il n'y a pas de saut. Proba que x prenne une valeur particulière donnée, elle vaut 0. Si vous interprétez en termes de l'intégrale, c'est intégré sur intégrale de t à t de petit f, c'est 0. Donc c'est cette proba. Et donc si je fais le lien avec la densité, hein, c'est moins l'infini à t de fx de t de u du. Excusez-moi, j'intègre jusqu'en t. Donc évidemment la variable d'intégration, je prends tout sauf t. D'accord ? Alors sachant que ce qu'il faut connaître, c'est que pour une loi exponentielle, la densité, c'est lambda exponentielle moins lambda x si x est positif ou nul, d'accord, et 0 sinon, d'accord. La densité est nulle sur si x est négatif, d'accord. Et ce que vous devez savoir, donc je primitive, la fonction de répartition, c'est 1 moins exponentielle moins lambda x si x positif ou nul, d'accord. Et donc en particulier, hein, fx de 0, la probabilité qu'une loi exponentielle soit négative, c'est 0. Et fx de t tend vers 1 en plus l'infini. Je vais l'écrire comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Et ces deux quantités caractérisent la loi. D'accord ? Donc si vous montrez que la densité, elle est de la forme lambda exponentielle moins lambda x, vous reconnaissez une loi exponentielle. Et si la fonction de répartition a cette forme-là, vous avez une loi de type exponentiel. Et donc l'objectif de l'exercice, du premier exercice là sur
sur les lois exponentielles, c'est en fait, on va montrer que le minimum de deux variables, la variable min, T1, T2, quand les variables sont indépendantes et de loi exponentielle, est encore une loi exponentielle. Et on peut le généraliser assez facilement au cas de n variables aléatoires. Alors, en fait, la technique, elle est classique quand on se ramène à des événements et je vais utiliser les fonctions de répartition. Donc, j'appelle z égale le minimum de T1, T2. D'accord, deux variables exponentielles, donc suit la loi exponentielle lambda 1, et T2 suit la loi exponentielle lambda 2. Et je vais vous calculer, alors pas tout à fait fz de t, mais 1 moins fz de t. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je calcule 1 moins fz de t. Donc, c'est 1 moins la probabilité que z soit plus petit que t. Donc, c'est la probabilité de l'événement complémentaire. Ah oui, je vous ai dit... Bon, peu importe, en fait. C'est vrai que je vous ai dit le égal, on peut le mettre. C'est vrai que j'ai l'habitude. Donc là, c'est la proba que z soit plus grand que t. D'accord ? Eh bien, que dire de l'événement z plus grand que t ? Donc là, en fait, c'est une fois qu'on a pensé à faire intervenir cet événement-là que c'est assez... que le problème est assez... et devient beaucoup plus simple. Que dire de l'événement ? Le minimum, à quelles conditions le minimum est plus grand que t ? Le minimum de deux quantités réelles, aléatoires mais réelles positives, est plus grande que t. Le minimum est strictement plus grand que t, si et seulement si les deux sont plus grandes que t. Voilà, donc voilà l'égalité qu'il faut être capable d'écrire. Voilà. Alors là, sans l'hypothèse d'indépendance dans l'énoncé, on serait bloqué. Mais ici, on vous dit que les variables d'attente T1 et T2 sont indépendantes. Donc, la proba que Z est plus grand que T, c'est la proba de cette intersection. T1 plus grand que T et T2 plus grand que T. Et ça, c'est le produit. Et là, c'est par indépendance. Donc j'insiste, ce qui est important, donc c'est cette ligne-là. Donc l'interprétation en termes de T1 et T2 de l'événement min de T1, T2 plus grand que T. D'ailleurs, avec le max, on fait pareil, mais on prend l'événement complémentaire. Et donc, du coup, c'est le produit. Donc, qu'est-ce que j'en déduis maintenant que je connais la loi ? La proba que Z est plus grand que T, c'est... Et ça, c'est donc 1 moins ft1 de t, d'accord ? 1 moins la proba. Donc là, je reviens à la définition de la fonction de répartition de t1, multiplié par 1 moins ft2. Je vais appuyer un peu plus fort. 1 moins ft2 de t, d'accord ? Et je rappelle que la fonction de répartition, donc si, évidemment, ça n'a vraiment de sens que si t est positif, marquons que z est à valeur positive, le minimum de quantité. Tout simplement, que vaut la proba que z plus grand que t si t est négatif ? C'est forcément 1. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'en déduis ? Donc, ceci, ça vaut exponentielle moins lambda 1 t, et ceci, ça vaut exponentielle moins lambda 2 t.
D'accord? Par définition, c'est 1 moins exponentielle moins lambda 1t, facteur de 1 moins exponentielle moins lambda 2t. Notez que, ça il faut être capable, que proba que z plus grand que t égale 0 si t négatif car z est positive. Donc il n'y a pas de difficulté. Là encore une fois, intérêt, j'insiste là-dessus, souvent c'est très utile de faire bien attention ce qu'on appelle au support des lois, pour savoir quelles sont les valeurs prises. Ça simplifie, donc en fait le seul intérêt c'est de calculer ça quand t est positif. D'accord ? Ça pose pas de problème. Et donc du coup, j'en déduis que fz de t, c'est 1 moins la proba que z soit plus grand que t, et ça vaut donc 1 moins exponentielle, donc propriété des exponentielles. Voilà. Et donc, vous en déduisez quoi? Je reconnais que la loi de z, c'est une exponentielle de paramètres lambda 1 plus lambda 2 et de moyenne, espérance, si vous voulez, 1 sur lambda 1 plus lambda 2. Donc si lambda 1 égale lambda 2, c'est 1 sur 2 lambda. Vous voyez, c'est logique, hein, l'espérance va baisser, hein, puisque c'est le minimum, donc la valeur moyenne du minimum d'un temps d'attente, de minimum de 2 lois exponentielles, c'est 1 sur lambda 1 plus lambda 2. Alors dans l'histoire suivante, je crois, le temps d'attente sur le coiffeur, si vous imaginez, ou dans un guichet de bureau de poste, vous avez 2 guichets occupés, la moyenne c'est lambda. Si vous voulez savoir lequel des deux, le temps moyen avant que l'un des 2 premiers guichets se libère, c'est 1 sur 2 lambda, sous l'hypothèse d'indépendance. Voilà. Et donc du coup, la densité, c'est lambda 1 plus lambda 2 exponentielle moins lambda 1 plus lambda 2 t. Voilà. Alors le petit b, je ne vais pas le faire, mais je pense que vous pouvez. Je vais l'indicer par n. Si j'en ai plus 2, mais j'en ai n, je vais appeler Zn le min des TI, supposant que j'ai n temps d'attente. Alors, évidemment, on peut voir ça comme une récurrence, mais là, je trouve que c'est presque plus simple de voir directement, de réinterpréter comme ça. Le minimum de n variables est... comment dire, le minimum est plus grand que t, si et seulement si, pour tout i, donc là je fais une intersection, ti est plus grand que t. D'accord? Et donc là, si les ti sont indépendants, vous utilisez que c'est le produit. D'accord? Et bien ça c'est le produit des probas que ti soit plus grand que t pour i égale 1 à n. D'accord? Là j'ai juste utilisé l'indépendance. Et donc, je me retrouve ici avec exponentielle, le produit exponentielle moins lambda i, donc somme des lambda i de 1 à n t. Voilà. Donc, en fait, si on a n variables aléatoires indépendantes, j'ai une loi exponentielle de paramètres, la somme des lambda i. Voilà. Alors, je vois qu'il est l'heure. Donc, je vais arrêter là. Je peux prendre les questions si vous en avez. Donc, je vais exporter comme d'habitude le fichier du TD et je reviendrai sur ce que j'ai laissé. Bien, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à vous aussi, madame. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.